RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Bonjour Jean Pouly. Bonjour. Internet aggrave-t-il les inégalités ? On parle de la fracture numérique avec vous aujourd'hui. Et oui, et pourtant, avec près de 3/4 des foyers rhône-alpins connectés à Internet et 81% des habitants de la région qui se connectent chaque jour au réseau, cette question pourrait paraître saugrenue si l'on continue à considérer en fait cette fracture numérique comme une simple inégalité d'accès au réseau Internet, comme cela a longtemps été le cas. Rappelons qu'il y a 15 ans seulement, à peine, 5% des foyers français étaient connectés à Internet et que ces pionniers étaient animés d'une grande curiosité et d'une grande patience tant il était long pour qu'une image se charge sur l'écran. Alors cette démocratisation de l'accès physique à un réseau Internet de qualité et à très haut débit révèle en fait aujourd'hui un phénomène déjà observé depuis longtemps, mais qui devient beaucoup plus prégnant dans cette phase en fait de grande démocratisation. Loin de permettre un meilleur partage du savoir, comme on pouvait en rêver, Internet accentue les inégalités sociales existantes. En quoi ce formidable développement de l'accès à l'information et au savoir peut-il creuser des inégalités ? Eh bien, pour bien comprendre ce paradoxe, il faut d'abord rappeler que l'accès au savoir et à la connaissance est un enjeu fondamental car il constitue le moyen le plus structurant d'une société pour réduire les inégalités économiques, sociales et culturelles. Dans l'histoire et dans le monde entier, c'est le développement de l'éducation qui permet à long terme le développement des pays. Inversement, c'est la privatisation du savoir au bénéfice d'une seule élite qui maintient la majorité dans l'ignorance et la pauvreté. Internet étant d'abord un média essentiellement écrit, dont la compréhension des signes, des mécanismes, des innovations nécessite un capital culturel, cognitif et social important. Plus ce capital est élevé, mieux on en tire parti. Le seul accès à l'information de masse ne signifie pas l'accès au savoir et à la connaissance. Sinon, la télévision, par exemple, aurait déjà considérablement réduit les inégalités. Alors en fait, il existe un ensemble de compétences numériques nouvelles que l'on regroupe aujourd'hui sous le terme de littératie numérique et qui nécessitent un véritable apprentissage. Et comment se traduit concrètement cette nouvelle forme d'inégalité ? Alors les exemples sont multiples. Prenons par exemple l'accès à l'emploi qui, on le sait, est un moyen structurant d'inclusion dans la société. Eh bien aujourd'hui, la forme et les moyens de diffusion, par exemple du curriculum vitae, ont totalement changé. Alors fini le CV papier envoyé par courrier, on se vend et on se fait connaître dans les réseaux sociaux, sur les plateformes comme Viadeo ou LinkedIn. On construit une véritable identité numérique professionnelle en ligne. Cette réputation virtuelle dont on parlait la semaine dernière devient essentielle pour exister sur le marché de l'emploi. L'acquisition de ces compétences numériques pour trouver un emploi, diffuser et mettre en avant son profil est devenue stratégique et en même temps une nouvelle source d'inégalité entre ce qu'on pourrait appeler les infos riches et les infos pauvres. Alors de même, il existe de nouvelles disparités dans l'accès aux droits et aux services. On le sait, de nombreux services publics et privés ont dématérialisé leurs prestations dans l'administration, pour le logement, les prestations sociales, la banque, les assurances, la santé. Alors les internautes qui sont avertis gagnent du temps et de l'argent grâce à cette dématérialisation, car ils s'informent mieux et plus vite sur leurs droits dans un contexte où les réglementations évolue très vite et se complexifie. Alors finalement, la disparition de nombreux médiateurs humains qui évoluaient traditionnellement dans les banques, les administrations comme la Poste, la CAF et autres lieux de prestation de services grand public se fait au détriment des plus pauvres, socialement et culturellement, que ce soit des personnes âgées, des immigrés ou des SDF. Ceux que l'on retrouve aujourd'hui dans les exclus de la société numérique. Alors, le passage d'une médiation humaine de proximité, par exemple, à un serveur vocal ou à une plateforme en ligne, accentue les inégalités au bénéfice des plus riches, socialement et culturellement. Alors, il existe aussi une inégalité importante qui concerne la participation active des citoyens à la vie de la société, parce qu'Internet étant devenu un média de masse participatif, par essence, pouvoir contribuer à ce média, et pas seulement consommer passivement ses contenus, est un nouvel enjeu. Aujourd'hui, derrière l'illusion de taux de connectivité et des heures passées devant les écrans, derrière l'illusion ce qu'on appelle les digital natives, cette jeune génération qui saurait tout, déjà maîtriser du numérique, il existe en fait une nouvelle pauvreté culturelle qui renforce encore ceux dont le capital culturel et familial est plus aisé. Enfin, Internet est devenu un vivier d'innovation sociale, économique et culturelle avec de nouvelles pratiques, par exemple de consommation collaborative, de création d'activités économiques, de financement de ces projets,
de nouvelles façons de travailler, on en parle souvent à cette antenne. Là encore, c'est les plus compétents numériquement qui tirent parti de ces bénéfices, en créant des startups, en pratiquant le coworking, le crowdfunding ou encore en utilisant les Fab Labs pour créer leur activité. Et comment lutter efficacement contre cette nouvelle forme d'exclusion induite, vous l'avez dit, par le développement du numérique ? Eh bien, ça fait déjà bien longtemps que de nombreuses ONG, des mouvements d'éducation populaire et des responsables publics ont pris conscience de ce phénomène. En fait, quand, par exemple, le livre est apparu et s'est fortement démocratisé, on a inventé les bibliothèques, les bibliobus et autres politiques publiques autour du livre, la promotion de l'écrit. Ce qui s'est mis en place depuis le début de l'apparition d'Internet grand public, c'est une action un peu similaire de médiation numérique et multimédia. Alors, à travers, par exemple, un réseau de 4000 espaces publics numériques implantés dans les centres sociaux, les MJC, les divers centres culturels et bibliothèques, des milliers d'animateurs et de médiateurs numériques effectuent chaque jour un travail discret, mais essentiel pour former et acculturer les plus exclus de notre société au numérique. Alors, après le défi de l'accès dans le début des années 2000, ces médiateurs sont désormais confrontés à un défi plus complexe, mais tout aussi motivant, justement, de cette littératie numérique. Qu'est-ce qu'elle comporte exactement, cette littératie numérique ? Alors, il y a un rapport qui vient d'être réalisé par le Conseil national du numérique et qui montre que ce défi est un peu la version numérique de l'ascenseur social et concerne un ensemble de compétences numériques fondamentales. Alors, par exemple, ce qu'on va appeler des compétences instrumentales, comme manipuler les équipements et les interfaces, ce qui n'est pas si simple. Mais des compétences également productives, je le disais tout à l'heure, pour être en mesure de concevoir, de réaliser, de modifier, de réparer des productions immatérielles. Et également des compétences réflexives, qui permettent d'avoir un recul et un regard critique, de comprendre les environnements, les processus, les modèles économiques et les différents pièges de ce monde numérique. Tout cela constitue un socle de compétences nouvelles qui ne vont pas de soi et qui sont en plus en perpétuelle évolution. Alors en fait, il s'agit de permettre à tous d'accéder de façon continue, puisque ça évolue, à la construction d'une véritable culture numérique qui soit à la fois technique et réflexive. C'est un défi non seulement pour l'école, l'université, mais aussi pour les dispositifs de formation continue un peu tout au long de la vie, et aussi pour les familles qui ont un rôle important à jouer dans cette acculturation numérique. Et puis, enfin, les médias peuvent et doivent également contribuer à cette vulgarisation numérique, et disons-le, RCF remplit largement ce rôle, avec chaque semaine l'édito du web de Romain Blachier et la chronique de votre serviteur. Oui, on pouvait le souligner. Merci beaucoup, Jean Pouly. Et puis, on vous réécoute, bien sûr, en ligne sur internet rcf.fr. À très bientôt.